Bonjour, vous êtes avec les dealers de science, c'est Chloé au micro. Et moi c'est Lily, bienvenue dans votre émission bimensuelle du mercredi sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1. Alors, qu'est-ce que ça fait de dire cette phrase pour la première fois? Eh oui, cher auditeur, c'est la première émission de Lily. C'est très impressionnant, j'espère que je serai à la hauteur. Mais oui, nous n'en avons aucun doute. Rassure-moi, tu as bien amené ta Switch pour ce soir. Oui, regarde, je l'ai juste là. Le petit souci, c'est que je l'ai peut-être accidentellement, pas mégarde, mais vraiment pas fait exprès, fait tomber en courant après le bus pour pas être en retard pour ma première émission. J'ai pas eu le temps de vérifier si elle fonctionnait encore. C'est l'instant de vérité alors, vous le découvrirez avec nous en direct. C'est parti, je lance le jeu. Attends, c'est normal ce bruit? Lily, je crois qu'il y a un problème. Pourquoi tu es en 2D? Mais toi aussi, Chloé? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Attends, ce décor, il me dit quelque chose. Pas toi? Avec ce mur gris et ces énormes affiches. Regarde, il y a Just Dance. Je jouais à ça quand j'étais petite. Je connaissais une chorégraphie par cœur. Now watch me, ouais. Watch me, néné. Ok. Watch me, watch me. Ok Lily, calme-toi. Je sais où on est. Dans la Switch. Comment on est arrivé là? Elle est où la sortie? Je vais être en retard pour mon date de ce soir. Attends, t'as un date? C'est lequel? Nathan? Maxime? Lucas? Xavier? C'est pas la question. Il m'a invité à 20h. Oh, regarde, il y a quelqu'un qui vient vers nous. Oh, vous là-bas, comment on sort d'ici? Bonjour à vous deux. Bienvenue sur l'interface de la Switch. Comment je peux vous aider? Appuyez sur le bouton A pour partir à l'aventure, le B pour écouter les actualités, bouton Y pour écouter les agendas et le bouton X pour sortir. X. Chloé, je crois qu'il faut plutôt appuyer sur ce bouton tout en haut. Tu me fais la courte échelle? Bouge pas Lily. J'y suis presque. Ah, tchou! Désolée, je suis un peu malade. Oh non, je crois que j'ai fait une boulette. Vous venez d'appuyer sur la touche B. Je suis ravie de vous expliquer les actualités de la semaine. Commençons par l'archéologie. Une équipe paléontologique du CONICET, l'Institut public de recherche argentin, a découvert une nouvelle espèce de dinosaure à 3000 mètres d'altitude dans la province argentine de La Roya. C'est le Huaycasaur giganteus, un petit géant à long cou. Wouhou! Le squelette presque complet daterait d'environ 230 millions d'années. C'est donc l'un des plus anciens jamais découverts. L'espèce a vécu à la fin du Trias, période géologique à laquelle sont apparus les premiers dinosaures et les ancêtres des mammifères. Si l'espèce découverte fait partie d'une lignée de dinosaures herbivores qui comprend les géants à long cou, les chercheurs pensent qu'un individu adulte mesurait 2 mètres et pèserait environ 18 kg. Wouhou! Le squelette retrouvé est constitué d'une partie du crâne, d'une colonne vertébrale complète jusqu'à la queue et des membres antérieurs et postérieurs quasiment entiers. Tu crois qu'il reste encore beaucoup d'actualités? Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver le bouton skip. Désolée. Parlons astronomie. En ce moment, nous pouvons observer la comète Lehmann 2025. Le savez-vous, les comètes sont des boules de neige composées de gaz glacé, de roches et de poussière qui orbitent autour du Soleil. Lorsqu'elles sont à l'état de glace, elles peuvent faire la taille d'une petite ville. Wouhou! Quand l'orbite d'une comète se rapproche du Soleil, celle-ci se réchauffe et répand de la poussière et des gaz sous la forme de têtes géantes. La poussière et les gaz forment alors une queue qui se propage dans la direction opposée au Soleil sur des millions de kilomètres. Il y aurait des milliards de comètes orbitant autour de notre Soleil. Wouhou! Donc entre aujourd'hui et le 2 novembre 2025, la comète Lehmann sera visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord et devrait atteindre son pic de visibilité autour d'Halloween, entre le 31 octobre et le 1er novembre. Cette visite de la comète est inédite. Elle sera plus du tout observable dans l'hémisphère nord vers la fin novembre. La prochaine période où elle sera de nouveau observable sera dans 1000 ans. Ma dernière actu, en réserve, concerne une question qu'on se pose tous. Savez-vous laquelle? Pourquoi Mario est un plombier en tenue rouge? Pourquoi il n'y a pas de S à la fin de dealer de science? Non et non! C'est pourquoi l'envie d'uriner s'intensifie-t-elle quand on approche des toilettes? Je suis sûre que c'était votre deuxième question. Notre vessie est un organe musculaire creux dont la paroi est constituée principalement de muscles détrusors. Quand elle se remplit, des récepteurs sensibles détectent l'élargissement du muscle. Des signaux sensoriels sont envoyés vers notre cerveau et plus précisément dans notre cortex préfrontal. Tant que le volume reste modéré, le cortex préfrontal va inhiber la contraction du muscle. Mais le cerveau ne se focalise pas que sur ces signaux, il va avoir aussi des signaux environnementaux. Quand nous allons voir ou savoir que les toilettes sont proches, ça envoie un signal au cerveau. Les conditions sont réunies. Le système nerveux prépare alors activement la vidange, amplifiant la perception d'urgence. En résumé, depuis notre enfance, on associe les toilettes à la possibilité de se soulager. Donc cette association s'est amplifiée avec le temps et est devenue un mécanisme automatique. C'était hyper intéressant. Faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette console à temps. Pour ton date? Oui, entre autres. Bon
Bonjour à vous deux, bienvenue sur l'interface de la Switch. Comment puis-je vous aider? Appuyez sur le bouton A pour partir à l'aventure, le bouton B pour écouter les actualités, bouton Y pour écouter l'agenda et le bouton X pour sortir. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Ah, on va pouvoir essayer de rencontrer d'autres personnages. Peut-être l'un d'entre eux sera assez grand pour atteindre le bouton X. Ok. Tu préfères un peu d'horreur ou plus quelque chose de fantastique? Oula, ça fait peur ton truc d'horreur. J'aime pas trop ça. Ok, on y va. Ça fait pas trop peur pour l'instant. On dirait qu'ils sont en train de discuter. Rapprochons-nous. Tu es sûr? Mais oui, fais-moi confiance. Mais c'est une interview de Guillaume Bachelier, chercheur associé à Artes à l'université de Bordeaux-Montaigne sur le thème de l'horreur dans les jeux vidéo, réalisé par Ulysse Alexandre. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler de votre parcours? Enfin, comment, qu'est-ce que vous avez fait comme études et comment vous êtes arrivé là? Alors, j'ai un parcours universitaire, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai eu le plaisir de faire mes études d'art plastique à l'université Bordeaux-Montaigne. À l'époque, ça s'appelait encore Bordeaux 3, donc il y a plus de 25 ans, on va dire, j'ai commencé. Et c'est un parcours, tout ce qu'il y a de plus classique, du DUG à l'époque, c'était pas encore la licence en 3 ans, jusqu'à la maîtrise et au DEA, à l'époque où c'était pas encore le master 2. J'ai passé l'agrégation, encore une fois, à Bordeaux, l'agrégation d'art plastique. Et quelques années après, quand j'ai commencé à me dire que tiens, bah, l'enseignement c'est bien, mais j'ai envie de reprendre les études, je me suis inscrit en doctorat, cette fois à Paris 1. Non pas que je fuyais Bordeaux, mais c'est surtout que et là, on arrive dans notre cœur de sujet, je m'étais orienté vers la problématique des jeux vidéo à travers le prisme des arts plastiques, et c'était difficile. C'était en 2009, donc c'était difficile de trouver quelqu'un qui soit s'intéressait au sujet, soit n'avait pas de souci avec le sujet, mais avait des compétences. Et maintenant, on a quand même pas mal de formations universitaires centrées autour du jeu vidéo. On commence à avoir des chercheurs qui enseignent, qui s'intéressent aux jeux vidéo. Autant en 2009, en fait, il y avait personne. J'avais trouvé quelqu'un, Isabelle Rieux-Marié, à Paris 1, qui, elle, n'était pas spécialiste du jeu vidéo, mais avait énormément travaillé sur les nouveaux médias, ce qu'on appelait les nouveaux médias à l'époque, et sur les mondes virtuels. Et ça l'a intéressé, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller jusqu'en doctorat, doctorat que j'ai donc validé en 2016. Et du coup, comment vous êtes arrivé à travailler sur les jeux vidéo? Enfin, vous étiez gamer à la base ou vous aimiez l'horreur? Enfin, parce qu'on a vu que c'était assez lié dans vos recherches. Tout à fait, oui, oui. C'est lié à cette pause que je décrivais dans mes études. C'est-à-dire que j'étais extrêmement intéressé par tout ce qui touchait à l'art minimal, au minimalisme, notamment américain, mais pas que. Si on m'avait demandé au moment de mon DEA, donc mon Master 2, ce que je souhaitais faire en doctorat, j'aurais dit bah, je souhaite faire une thèse sur l'art minimal. Et donc m'inscrire dans une approche très art plastique classique, art contemporain classique. Sauf qu'entre-temps, se sont écoulés un certain nombre d'années. Je ne me souviens plus, mais en gros 6-7 ans où j'ai pris une pause sur les études. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup réfléchi notamment à ma pratique artistique personnelle. Et j'en suis arrivé à me dire deux choses. La première, c'est que, bon, bah, quitte à faire un doctorat, surtout que je le fais pendant que je travaille, autant faire sur un sujet qui m'amuse et pas faire un doctorat peut-être trop sérieux au point de départ, parce que ça reste toujours très sérieux un doctorat, trop sérieux sur le point de départ, ou un doctorat qui a déjà été rabattu plein de fois par d'autres chercheurs. Et au-delà de ça, j'en suis arrivé à la réflexion que c'est une période aussi où je me suis remis aux jeux vidéo. J'ai été gamer depuis tout jeune, à l'époque où les jeux vidéo tenaient encore sur une cassette audio. Mais j'avais une petite période pendant les études justement où j'avais un peu levé le pied. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis remis doucement à jouer. Et c'est là que je suis arrivé à la conclusion que tout ce qui m'intéressait du point de vue des arts plastiques, de l'histoire de l'art, en termes d'iconographie notamment, parce que c'est toujours la partie de la chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, bah, en fait, tout ça, c'était mobilisé dans le jeu vidéo. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas du tout abordé. Les Game Studies en 2009, en France, en tout cas, il n'y avait pas grand monde qui était sur le terrain. Très honnêtement, au niveau universitaire, on comptait peut-être 3-4 noms de personnes qui s'intéressaient à ça. Alors, on en comptait beaucoup plus au Canada ou aux États-Unis, mais par chez nous, il y avait vraiment peu de monde. Et du côté des arts plastiques, il y avait strictement personne. Donc, je me suis dit, c'était quand même un terrain intéressant parce qu'on trouvait des études sur le sujet un tout petit peu en philo, parce qu'il y avait un représentant, Mathieu Triclot, et même si c'était philosophie des techniques, donc il est déjà un peu plus dans le sujet. Et sinon, c'est en sciences infocom, où on trouvait des chercheurs sur ce sujet, notamment Sébastien Janvaux, qui est le grand-père de tous les chercheurs sur ce sujet en France. Mais au niveau des arts plastiques, on trouvait personne, et même actuellement encore, on trouve assez peu de monde en arts plastiques sur le sujet. Donc je m'étais dit que c'était un sujet intéressant. Et pour en arriver ensuite vraiment au cœur de mon sujet, à savoir les jeux vidéo d'horreur, ça s'est fait
Ça a dû me prendre une année de recherche pour resserrer mon sujet et avec ma directrice se rendre compte que j'avais abordé différentes questions autour du jeu vidéo. J'avais commencé à écrire des choses, alors c'est très souvent comme en thèse, on écrit des choses qui terminent à la poubelle. J'avais écrit pas mal de choses et j'avais un chapitre qui traitait du monstre. Et en réfléchissant à ça, en discutant de ça avec ma directrice, elle m'a dit, mais c'est ça votre sujet en fait. Et pour parler intelligemment du monstre, il a fallu faire des recoupements, voir dans quel domaine c'était le plus pertinent, et surtout faire du tri, parce que si vous parlez monstres et jeux vidéo, vous pouvez y passer toute votre vie, parce que vous en trouvez dans absolument tous les types de jeux vidéo. Donc il a fallu resserrer un peu, et les problématiques qui m'ont intéressé sont des problématiques relatives à la représentation du corps. Et forcément, là où c'est le plus exploité, le plus approfondi, c'est dans le jeu d'horreur. Et qui était un genre que je pratiquais pas tant que ça à l'époque. J'étais passé par les classiques du genre, les Resident Evil, ce genre de choses, mais j'étais pas un gigantesque fan de l'horreur. Et c'est vraiment par le biais de la recherche que je me suis rendu compte que oui, si, ça tirait toutes les ficelles qui m'intéressaient, quoi. Et du coup, maintenant, vous pratiquez pas mal le jeu d'horreur? Oui, oui, énormément. Vous y êtes mis à fond? Euh, Oui, je m'y suis mis à fond, et à la fois par plaisir et par veille, on va dire. C'est toujours ma bonne excuse, hein, c'est pour la science. Parce que mine de rien, c'est quand même un milieu qui évolue, c'est un milieu qui propose des choses différentes, c'est un milieu qui se cite beaucoup, donc c'est extrêmement riche. Et c'est en faisant mes études que je me suis rendu compte que c'était un domaine d'autant plus intéressant pour parler des game studies en général, que c'est un domaine, comme au cinéma, c'est un domaine qui mise sur l'excès, qui mise sur le fait de pousser tous les curseurs à fond. Et le fait que ça pousse tous les curseurs à fond, ben, ça permet de voir quels sont ces curseurs, justement, et d'identifier un certain nombre de problématiques liées aux jeux vidéo qui sont tout aussi présentes dans d'autres types de jeux, dans d'autres familles de jeux, mais peut-être moins surlignées comme en horreur. Et allié à ça, le fait que c'est un type d'iconographie qui m'a toujours beaucoup parlé, oui, clairement, je continue énormément d'y jouer. Je ne joue pas qu'à des jeux d'horreur, mais la majorité des jeux auxquels je joue et que je peux étudier par ailleurs pour des projets, soit de livres, soit de publications, soit simplement par plaisir, relève de l'horreur, clairement. Comment est-ce qu'on reconnaît un jeu d'horreur? Quelles sont ses spécificités? Et qu'est-ce qui le différencie, par exemple, d'un jeu de guerre avec une ambiance sombre ou quelque chose comme ça? Alors, on a effectivement la question de l'ambiance qui est importante, c'est que comme en cinéma ou en littérature, les genres, au sens de genre littéraire, sont très poreux. C'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments d'horreur dans beaucoup d'autres types de jeux. Pour parler de jeux qui sont peut-être relativement connus du grand public, des jeux comme Dark Souls, Elden Ring, tous les jeux de l'éditeur, du studio japonais From Software, ils sont toujours à la lisière de l'horreur du fait de leur iconographie. L'iconographie qui permet de constituer l'ambiance est toujours très importante pour déterminer ce qui relève de l'horreur ou non. Mais voilà, c'est pas suffisant parce qu'on va avoir plein d'autres genres de jeux qui vont aller manger sur ce terrain-là. Et même dans des franchises qui sont à destination d'un jeune public, on peut retrouver des choses qui relèvent de l'horreur, même si c'est une horreur très édulcorée, très fantôme Scooby-Doo. Mais voilà, il y a des choses qui sont connexes. Ce qui va vraiment amener du côté de l'horreur, ça relève plus d'une certaine intention de la part des développeurs qui est de vraiment mobiliser un certain nombre d'émotions qui vont être vraiment très caractérisées et qui vont en même temps ben, utiliser tous les moyens dont dispose le jeu vidéo pour nous amener à éprouver ces émotions. Et une des émotions qui va nous permettre le plus d'aller vers ce sentiment d'horreur, c'est le fait qu'on va être en situation de faiblesse. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment qui est presque le ciment de la grande majorité des jeux d'horreur. C'est le fait qu'on est en situation d'infériorité, de faiblesse, et que tout est fait d'un point de vue ludique, d'un point de vue ce qu'on appelle le gameplay, donc la manière dont on nous fait jouer, pour nous faire sentir qu'on ne résistera pas très longtemps aux menaces qu'on nous oppose. Et que ça soit dans des jeux où il n'y a aucun affrontement, ou simplement on doit se balader dans des décors de type maison hantée, et on va nous amener à comprendre qu'on est juste victime des événements. Ou alors, quand on est dans des jeux où il y a des affrontements, on va nous montrer que certes, on peut se battre, certes, on arrive à dépasser les ennemis qu'on doit affronter, parce que sinon, bah, il n'y a pas de jeu et on ne peut pas avancer. Mais par contre, on ne nous met pas dans des situations où on va pouvoir écraser facilement ses ennemis. Là, on basculerait du côté du jeu d'action. Et c'est là où on a des jeux parfois, et
encore une fois, c'est la question du genre, c'est toujours compliqué, c'est toujours des choses qui sont très poreuses. On a des situations de jeux, comme dans la saga Resident Evil, par exemple, qui est une des grandes franchises, sans doute la plus connue pour les jeux d'horreur, où on va se retrouver finalement avec des jeux qui débutent comme des jeux d'horreur, parce qu'au début, on est fragile, on doit faire attention, et qui terminent comme des jeux d'action, parce qu'on se retrouve avec 15 fusils à pompe et 2 bazookas, et forcément, la question du danger, elle est beaucoup moins présente. Donc, voilà, on a vraiment cette idée de, au-delà de l'ambiance, d'un point de vue ludique, on a vraiment l'idée d'une tension qui viendrait du fait que on est fragile, on est toujours en danger, et à minima, on est victime des circonstances. Et du coup, vu qu'on vous a interrogé sur l'horreur, qu'est-ce qui différencie du coup dans la dynamique entre un jeu d'horreur, un livre ou un film? Et du coup, est-ce que les mécanismes de la peur sont pareils? Est-ce qu'on va induire la même peur la même façon la peur dans un film et dans un jeu vidéo, par exemple? Alors, on a des procédés qui sont les mêmes, hein, des procédés de mise en scène. Ça a été beaucoup étudié. On a un chercheur canadien comme Bernard Perron qui a beaucoup travaillé sur les liens, parce que lui, il vient des études cinématographiques à la base, qui est lui aussi. Alors, lui, c'est vraiment le grand ancien des Game Studies sur le jeu vidéo d'horreur. Et il a beaucoup travaillé sur ces liens, justement, cette porosité entre le cinéma d'horreur et le jeu vidéo d'horreur. Et il a beaucoup travaillé sur la question de la mise en scène, sur la question du timing, sur la question de la suggestion, le fait de faire apparaître ou non les choses. Donc il y a énormément de points communs. Par contre, on a malgré tout des éléments différenciants. On va avoir le fait qu'on ne peut pas jouer que sur la suggestion. Dans un jeu, il faut qu'on aille à la rencontre de ce qu'on nous montre, notamment sur des jeux qui vont être tournés un tout petit peu plus vers l'action, où la suggestion ne va pas tout le temps suffire. Et on est dans un média, là pour le différencier de la littérature, qui est visuel, donc forcément les choses vont être montrées. Et ce qui fait que parfois, on a de l'horreur qui fonctionne peut-être moins bien que la littérature, notamment quand on va sur tout ce qui va être horreur cosmique, qui se réfère à Lovecraft, ou dans un jeu vidéo, il y a un moment, on est obligé de montrer les choses, et montrer les choses dans l'univers de Lovecraft, ça fonctionne pas forcément, vu que Lovecraft nous le décrit en nous disant, je peux pas vous dire ce que c'est, mais je vous le dis quand même, ça fonctionne d'une manière différente. Mais par contre, l'élément qui va être vraiment marquant pour de l'horreur, ça va être enfin pour l'horreur en jeu vidéo, ça va être qu'on est dans l'interaction. C'est le propre, c'est tarte à la crème comme réponse, mais c'est la clé là. C'est-à-dire que on est manette en main, on commande ce qui se passe à l'image, et forcément, ça induit une tension qu'on ne pourra pas ressentir si on est spectateur, uniquement spectateur au cinéma. Même si le travail du spectateur, il y a de nombreuses études cinématographiques qui sont penchées sur la question, il n'est pas passif. Il y a toute une activité qui est à relever. Malgré tout, elle reste quand même vraiment en deçà de l'activité qui est demandée dans le jeu vidéo. Et en gros, comme on nous met manette en main, il y a tout un nombre de pressions qu'on peut nous faire ressentir, tout un nombre de mises en contrôle. On est obligé, si on veut que le jeu avance, de garder le contrôle. Et ça, cette tension-là, elle est forcément très pesante sur les épaules des joueurs et des joueuses. Et justement, les développeurs malins, ils jouent de cette tension en faisant des moments où la perte de contrôle est totale, où on nous donne l'illusion du contrôle, etc. Voilà, il y a tout un panel de réactivité et de possibilités de réaction, tout un horizon qui est contrôlé par les développeurs de manière à nous mettre dans le mal, parce que c'est ça l'objectif. Mais voilà, il y a plein de choses, si on va aller dans la subtilité, il y a plein de choses qui démarquent le jeu vidéo du fait que ce soit un média visuel qui joue sur l'image et le son, pour distinguer ça de la littérature ou du cinéma. Mais au-delà des éléments communs, voilà, il y a malgré tout vraiment un axe qui est principal, qu'on peut garder en tête, qui est celui de l'interactivité, tout bêtement. Oh, regarde là-bas, je crois que c'est Bowser qui est dans la salle. Hein? Où ça? On va le voir? Attends-moi. Oh non, il est plus là, je suis dégoûtée. Bon, pour te remonter un peu le moral, je te propose d'écouter Video Game de Lana Del Rey. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game.
It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Now you do. C'est pas la meilleure des musiques pour remonter le moral. Je sais, mais elle est tellement bien. Viens, retournons à nos places. Peut-être que Guillaume Bécholier, chercheur associé à Artes, à l'université de Bordeaux-Montaigne, pourra peut-être nous aider avec ce fichu bouton. Donc maintenant, peut-être pour aller un petit peu plus dans le sujet donc, de vos recherches à vous, on retrouve beaucoup dans vos publications, notamment dans, par exemple, celle qui s'intitule Artialisation des émotions extrêmes. On retrouve beaucoup ce terme artialisation. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça signifie exactement? Oui, c'est une problématique qui est apparue justement dans mon travail de thèse et qui s'appuie sur un concept qui a été développé, que les plasticiens ont déjà croisé un certain nombre de fois, parce que c'est un concept qui est très intéressant, qui a été développé par Alain Roger dans un ouvrage qui s'appelle Court traité du paysage, qui date de 1997, et qui est un concept alors qu'Alain Roger n'a pas inventé, hein. Déjà lui-même se réfère à un de ses ouvrages qui date des années 70, dans lequel on trouve si on remonte un peu l'origine de ce concept, voilà, il y a différents auteurs qui sont passés par là et on peut remonter jusqu'à Montaigne carrément. Donc voilà, c'est pas complètement neuf quand le cours du traité du paysage est publié, mais Alain Roger prend le temps d'éclaircir ce concept qui est que lui travaille sur le paysage, c'est un spécialiste du paysage, et il travaille sur la peinture de paysage en particulier, et l'idée que en réalité notre regard est façonné par l'art, tout simplement. C'est-à-dire que
quand on est face à un paysage, on ne voit plus forcément ce paysage sous l'angle de la nature, sous l'angle d'un regard biologique ou simplement ancré dans le réel. On peut arriver à un certain stade de lecture de ce qu'on a en face de soi, qui est modelé, formaté par notre lecture des œuvres d'art. Ce qui fait que quand on est face à un paysage, ben, on a l'impression, par exemple, d'être face à une peinture du XVIIe siècle, et c'est l'impression que tout à chacun a pu avoir en étant dans tel ou tel paysage. Oh, ça ressemble à telle, je sais pas moi, à telle image de tel film. Tiens, j'ai l'impression, je me crois dans tel endroit. Ou alors, pour rentrer dans notre sujet, tiens, je suis face à un château, un paysage avec un château effondré sur une colline. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo de fantasy. Voilà, c'est ce processus-là, c'est le processus d'artialisation, c'est-à-dire d'avoir un regard qui n'est plus naturel sur les choses naturelles, mais un regard qui est mobilisé, formé, formaté par la pratique des œuvres d'art et la fréquentation des œuvres d'art. Et cette idée-là, je l'ai développée dans l'article que vous évoquez et également dans ma thèse, autour du rapport à nos émotions, et notamment les émotions extrêmes, donc toutes les émotions extrêmement fortes et négatives qui sont mobilisées par les jeux vidéo d'horreur, avec l'idée que, dans un sens, notre rapport sensible, notre rapport aux événements esthétiques pouvait moduler la manière dont on interprétait l'horreur et la manière dont on voyait l'horreur, et surtout pouvait la rendre acceptable. Et l'idée de cet article, c'est de montrer comment fréquenter des jeux vidéo d'horreur, même les plus durs qu'ils soient, avec des représentations les plus crues qu'il soit possible d'envisager, est possible, notamment parce que au-delà du rapport au jeu, il y a un rapport à l'image qui passe par cette appropriation de code, cette lecture artistique des choses, et que bien évidemment, on est face là non plus à on n'est plus face à un objet naturel, on est face à déjà un objet qui est artistique en tant que tel, mais malgré tout, on a l'artistique qui peut passer au second plan si on est sensible et si on est sensible à des représentations, notamment corporelles, etc. Bon, le fait que ça ait été fait par des développeurs et qu'il y ait tout un travail de recherche artistique derrière, ça peut passer complètement à la trappe. Voilà, la première chose qu'on voit, c'est quelque chose d'horrible, voire de dégueulasse. Et la chose, c'est que à force d'une certaine lecture, d'une appréciation de l'image, et notamment d'une appréciation plasticienne de l'image, c'est-à-dire en décryptant la manière dont ça a été fait, en observant les textures, en observant les matières, le rendu, ou si on est un peu plus geek, la fluidité de l'image, le nombre d'images par seconde, toutes ces choses-là, eh bien, les shaders quand il est utilisé, tout le process informatique, eh bien, on peut avoir une certaine mise à distance de notre regard et du coup une possibilité d'acceptation de ce qui se passe à l'écran et qui ne sera pas uniquement dans le rejet de mon Dieu, c'est horrible ce que je vois, mais c'est ah oui, c'est horrible, mais il y a une dimension qui va au-delà. Donc voilà, c'est une sorte d'habituation du regard, d'appropriation de codes qui vont nous permettre d'accepter ce qu'on a. On n'est plus simplement par rapport à ce que mettait en avant Alain Roger sur une appropriation esthétique, esthétisante du réel. On est sur quelque chose qui passe par l'esthétique, mais qui permet avant tout une acceptation et une certaine tolérance de ce qu'on voit. Donc, toujours pour continuer donc sur vos travaux, et vous dites justement par rapport à la représentation un petit peu d'horreur, vous dites que l'iconographie horrifique, pour vous citer un petit peu, ça passe aussi par l'organique, par la chair. Et donc pour cette raison-là, on a beaucoup de jeux avec des zombies, avec des monstres, avec des cadavres, des choses comme ça. Mais vous faites aussi référence, et c'est vrai qu'on peut avoir comme référence beaucoup de jeux d'horreur de SF, de science-fiction, et on retrouve surtout des éléments mécaniques. Comment est-ce que ces éléments mécaniques, justement, contrairement aux éléments organiques, peuvent apporter un aspect horrifique? Ben, effectivement, ça a été un peu le cœur enfin, c'est même que ça a été carrément le cœur de ma recherche de thèse, sur le fait que ce qui va permettre de démarquer des jeux qui sont horrifiques et qui jouent sur une ambiance et d'autres qui cherchent vraiment une certaine brutalité dans leur expression, ça va être la représentation de l'organique, la représentation des chairs, la représentation des corps, mais des corps malmenés. Et on peut quasiment établir une échelle où on aurait des jeux plus ou moins efficaces en termes de dégoût, qui est un des éléments importants du rapport à l'horreur, selon qu'il cherche à malmener de plus en plus les corps et à montrer des substances organiques, etc., de manière de plus en plus explicite. Et au-delà du folklore de on met des traces de sang, etc., il y a des jeux qui posent vraiment les curseurs sur le fait d'essayer de rendre le plus palpable, le plus tactile, aussi bizarre que ça puisse paraître du fait qu'on soit en numérique, la représentation des fluides, d'éléments corporels,
Et dans les jeux, ce qui est assez intéressant, et c'était vraiment un des axes forts de ma thèse, c'est que dans les jeux vidéo d'horreur qui sont les plus radicaux, on a même presque un éloignement par rapport à quelque chose qui relèverait de l'imaginaire, de la fantaisie, dans le sens où les monstres, c'est plus des monstres folkloriques, des monstres chimériques un peu bizarres, des grosses têtes rigolotes, ce qu'on veut. On a des monstres qui relèvent vraiment de diagnostics médicaux. C'est-à-dire qu'on a des représentations, que ce soit dans des jeux comme Dead Space, comme les créatures on va dire, les moins bizarroïdes des Resident Evil, parce qu'ils partent toujours dans des excès qui font qu'on retombe dans le grotesque, ou qu'on soit dans les créatures, par exemple, qu'on retrouve dans un jeu comme BioShock, même si on n'est pas 100% dans l'horreur avec ce jeu-là, on est sur des choses où on peut faire des diagnostics médicaux véritablement. Donc ça induit un rapport au corps qui relève du monstrueux, mais au sens biologique, anatomique du terme. Et du coup, ça induit des problématiques dans notre rapport à l'autre qui sont super intéressantes. Et ça nourrit vraiment une iconographie qui est vraiment propre au jeu d'horreur. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs que dans le jeu d'horreur, cette approche-là. Et précisément, vous avez pointé du doigt un problème qui est super intéressant, c'est que dans la SF, pour peu qu'on soit dans une SF qui voudrait s'intéresser aux problématiques autour de la mécanique, des robots, etc., eh bien, on perd un peu cet aspect-là. Et on a deux options. Il y a ceux qui restent vraiment dans le rapport dans le rapport aux antagonistes où on va nous mettre des robots sur notre route. Et finalement, on se rend compte que c'est des jeux qui vont aller assez vite du côté de l'action et qui vont éliminer finalement le côté foncièrement horrifique de la chose. Ou alors, on a des jeux qui vont un peu tricher et qui vont utiliser la robotique pour amener malgré tout vers des choses qui vont nous renvoyer à des substances organiques, qui vont nous renvoyer ou à des problématiques horrifiques en lien avec le corps, mais de manière hyper détournée. Le meilleur exemple, c'est un des meilleurs jeux qui soit en la matière, et même c'est un des très grands jeux d'horreur qui est Soma. Tout est dans le titre, hein, on parle du corps. C'est un jeu qui va travailler sur la question du transhumanisme, sur la question de la disparition du corps, et qui va à la fois jouer sur ces questions-là, sans spoiler le jeu, sur le fait que le corps disparaisse. Et donc, bah, c'est la pire des horreurs, finalement. On sait aller plus loin qu'avoir un corps où il manque des choses, c'est un corps qui n'a plus de corps. Et au-delà de ça, qui va jouer dans ses représentations sur la prolifération de substances. Alors, qui va jouer sur le récit SF pour nous dire que c'est un fluide qui permet aux éléments informatiques de communiquer, etc. Mais en réalité, à la fin, on se retrouve avec un fluide noir dégueulasse qui remplit tous les lieux, avec des sortes d'éléments qui poussent dessus, qui ressemblent à des bernacles ou à toutes ces choses, tous ces coquillages qu'on peut trouver au fond des océans, et qui va redonner une organicité folle à des éléments qui sont, on peut plus incorporels, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc on a toujours cette espèce de retour de l'organique. Autre bon exemple en la matière, c'est le jeu Alien Isolation, donc qui est un jeu qui s'inscrit dans la franchise Alien. Et Alien, ben justement, c'est tout le fort de la franchise Alien au cinéma, comme en l'occurrence en jeu vidéo, c'est d'avoir, à travers la créature de Xenomorph, une iconographie qui relève à la fois du biologique et du mécanique. Et le jeu va jouer sur ces choses-là, où on va avoir des éléments mécaniques qui vont évoquer bizarrement des choses assez organiques. On va nous faire passer dans énormément de conduites qui vont toujours évoquer des orifices, des choses comme ça, et vraiment avec une volonté, toujours en étant dans le métal, dans le mécanique, mais avec la volonté de nous montrer que c'est vivant, tout ça, ça respire. Et quand on va aller au plus profond de l'horreur, on va aller dans le nid des aliens, et là, on va retrouver une iconographie très Giger, avec toutes ces choses à mi-chemin entre des ossements, de la chair qui dégouline de fluides en tout genre. Et voilà, l'organique va reprendre le dessus sur le mécanique. Mais c'est vrai que c'est toujours la vraie question, c'est est-ce qu'on peut, en respectant les catégories traditionnelles de la SF liées à la présence de mécanique, de robotique, etc., est-ce qu'on peut finalement vraiment autant faire peur ou faire peur sur les mêmes ressorts qu'avec une horreur plus classique? Et c'est un sujet pour le coup qui est très intéressant. Et la réponse est pas vraiment. Faut aller sur d'autres thèmes, et c'est ce que fait très très bien Soma en jouant sur une peur de la disparition du corps. C'est absolument brillant de leur part. Est-ce que vous avez vu, du coup, depuis que vous travaillez sur ça, une évolution dans la construction des jeux d'horreur ou une évolution en fait du jeu d'horreur depuis 2007? Mais Euh, alors, ou 2009, c'est plutôt 2009, 2009? mais bon, je m'y intéresse depuis quand même un peu avant, mais enfin voilà, j'avais quand même un œil dessus depuis un peu avant. Mais en fait, l'évolution, elle se retrouve au même titre que dans le jeu vidéo en général. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rapport à la nostalgie qui est assez présent. Et il y a deux modes, entre guillemets, deux approches
qui ont été bien. Allez, non, on va dire trois. Allez, trois approches qui se sont marquées depuis cette période-là. Pour commencer par la plus récente, on va avoir une approche assez postmoderne, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux qui vont, sans que ça leur pose de problème, citer énormément d'autres jeux d'horreur et même citer des courants de l'horreur. Un des très bons exemples qu'on a là-dessus, c'est par exemple le dernier Resident Evil en date, le dernier canonique Resident Evil Village. Donc, grosse production japonaise, vraiment le fer de lance de l'industrie au niveau du jeu d'horreur. Et dans son dernier épisode, en fait, le jeu est chapitré. On a différents passages, différentes sections. Et en réalité, chaque section du jeu correspond à un type de jeu d'horreur différent. Où on va débuter, alors à la fois sur les thématiques, ça c'est très Resident Evil, où ils vont mélanger un peu tout et n'importe quoi. On va voir au départ un jeu de loup-garou, après on va enchaîner sur un jeu de vampire. Mais d'un point de vue du gameplay, de la manière dont on joue à ce jeu-là, on va avoir chaque séquence va être un type d'horreur différent et va se référer à des types de jeux d'horreur différents. Et on a vraiment à la fin une sorte de best-of de ce Resident Evil Village, une sorte de best-of de ce qui s'est fait dans les 10 années avant sur l'horreur et qui va se référer à ses propres codes parce que c'est une saga fondatrice du jeu vidéo d'horreur avec le premier épisode en 1996, mais qui va aller reprendre des éléments où des chapitres vont être clairement empruntés à des jeux qu'on peut très clairement identifier pour sa construction. Donc ça, cette approche postmoderne, elle est assez récente et elle est intéressante parce que ça permet d'avoir une sorte de menu best-of pour plaire à tout le monde, même si d'un coup, je trouve que ça enlève un peu l'identité de la série, mais bon, ça c'est un autre problème. L'autre, un peu plus ancienne, l'autre, ou encore en cours en tout cas, l'autre approche, c'est le retour de la nostalgie, comme dans tous les courants du jeu vidéo. Et on a notamment tout un courant de jeux. On va appeler ça les jeux qui renvoient à l'esthétique Haunted PS1. C'est en référence à des compilations de jeux disponibles sur PC où on va avoir des jeux qui vont montrer ce que pourrait être un jeu d'horreur actuel s'il était fait sur une console PlayStation 1 de la fin des années 90. Et on a toute une esthétique d'horreur très low poly, donc c'est-à-dire avec très peu de polygones, de la 3D vraiment moche, hein, comme on faisait dans les années 90, mais qui en réalité ne serait pas réalisable sur une console des années 90 parce que ça fait appel à beaucoup de techniques et d'effets et il y a une fluidité de l'image qui serait pas possible d'atteindre sur une console de cette époque-là. Mais en tout cas, qui va essayer de reprendre les codes, l'esthétique. Et on a toute une série de jeux qui va chercher à reprendre ces jeux donc d'il y a 30 ans maintenant, que ce soit dans l'aspect, mais également dans le gameplay, la manière de jouer à ces jeux-là. On va avoir des jeux qui vont être très codés, très référencés, Resident Evil, mais toute première époque. On va avoir des jeux qui vont reprendre les règles de survie, de survival horror, donc de survie horrifique, vraiment des années 90, qui sont des règles extrêmement strictes, où on en faisait en sorte que les joueurs et les joueuses aient le plus de difficultés possible. Et bien évidemment, comme en musique, comme au cinéma, avec le retour des modes, on a aussi maintenant un certain nombre de jeux qui se développent, qui renvoient à une esthétique plutôt PlayStation 2. Donc on avance dans le temps avec ces jeux-là, avec un jeu par exemple très bien comme Tormented Soul, qui est un jeu d'horreur, il me semble qu'ils sont chiliens, si je dis pas de bêtises, en tout cas sud-américain. Là, il y a le deuxième épisode qui va sortir dans quelques semaines. Et on est sur une esthétique qui reprend vraiment les codes des jeux sur la PlayStation 2 mais avec un certain confort moderne et également des choses qui ne seraient pas possibles de faire sur une console de l'époque. Donc on avance dans le temps, comme au cinéma, comme en musique, avec un suivi des modes comme ça. Et la dernière chose sur sur toute ma période d'études, c'est l'émergence de jeux d'horreur qui abandonnent l'idée d'action. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu l'apparition avec des jeux comme la série des Amnesia et qui a été ensuite reprise avec un large succès. C'est une recette qui a été reprise avec la série des jeux Outlast. Donc Outlast en 2013, Amnesia on est un peu avant, dans les années 2010. On est sur des jeux où on est totalement. La seule chose qu'on peut faire, c'est fuir, c'est échapper au danger, se cacher, et on n'a absolument pas la possibilité de se battre. Et cette idée-là, c'était vraiment extrêmement nouveau à l'époque, et surtout qu'on est sur des jeux qui sont à la première personne, donc on a une vue subjective, ce qui n'était pas forcément le cas sur les jeux d'horreur qu'on pouvait trouver avant. Donc ça a été une grosse mode qui a notamment pris de l'essor grâce à l'essor également en parallèle du streaming et des vidéos YouTube, des YouTubeurs du type PewDiePie, des gens comme ça, ont vraiment popularisé ce type de jeu en se filmant en train de crier, de hurler devant leur écran
écran. Et ça a énormément aidé. Et donc voilà, c'est les 3 angles que je relèverai sur ce que j'ai pu voir apparaître de manière générale sur le jeu d'horreur. Merci à vous, Guillaume Bachelier, pour cette interview. Alors, ça t'a plu? Oui, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Bon, malheureusement, il était un peu trop petit pour nous aider à appuyer sur ce fichu bouton X. On a bien fait de pas les déranger. Allez, on continue l'aventure. Waouh! Où sommes-nous? Ces prairies verdoyantes. Restons ici, Lily. Pitié, c'est parfait. Waouh, c'est vrai, c'est magnifique. J'aimerais rester là toute ma vie. Oh, regarde, le petit animal qui court là-bas, avec ses grandes oreilles. Il est adorable. Oh, mais oui. Et sa démarche, elle est trop drôle. Attends, pourquoi il nous court dessus? Il veut juste nous faire un câlin. Viens, Bichette. Bichette, t'es sûr? Il a pas l'air très commode. Hein. Ah oui, il a une arme. Attention, reculez. Ha, bas les pattes, sale Bokoblin. Allez, va-t'en, sale bête. C'est bon, il s'éloigne. C'est des trouillards. Vous allez bien? Oui, enfin, non. Enfin, je sais pas. C'était quoi ce truc? Des bocoblins, des spires au service de Ganon. Ganon, c'est qui encore celui-là? Je vais aller le chercher, moi. Ces sales bêtes ont abîmé ma robe. Pas sûr que tu t'en sortes face à lui, sans vouloir te vexer. Qui êtes-vous? Je suis Prua, survivante du peuple Sheikah. Je suis propriétaire du laboratoire des limites, un peu plus loin. Et moi, je suis Josha, son assistante. Je travaille aussi au laboratoire. Vous vous trouvez actuellement dans le royaume d'Hyrule, notre beau chez nous. Il était encore plus avant que Ganon ne l'abîme. Quelle tristesse. Attendez, Sheikah, Hyrule, Ganon. Je suis complètement perdue. Nous avons des touristes. Eh bien, nous allons vous raconter notre histoire. Notre peuple remonte il y a 10 000 ans. Nous étions très proches de la famille royale et nous étions chargés de créer des inventions qui seraient utiles pour le peuple d'Hyrule. Nous menions nos recherches dans le château d'Hyrule en utilisant la mystérieuse flamme bleue, une source d'énergie pure et stable. Nos chercheurs sont à l'origine de nombreuses créations emblématiques. La tablette Sheikah que porte Link, qui lui sert à se repérer dans le royaume, entre autres, l'équipement archéonique, les sanctuaires, lieu d'énigmes pour les aventuriers, mais aussi les tours Sheikah, les gardiens et les créatures divines, qui partagent les mêmes technologies. Cette civilisation antique Sheikah me rappelle quelque chose. Elle mêle technologie avancée et inspiration issue du bouddhisme et de la période Jamon du Japon, le néolithique japonais. C'est un peu un mix entre spiritualité ancienne et science du futur, quoi. Depuis quand tu t'y connais autant au néolithique japonais? C'est mon petit jardin secret. Quand le fléau Ganon est revenu ravager le royaume d'Hyrule, les gardiens, ces machines que nous avions créées pour protéger le peuple, se sont retournés contre nous. Nous, les scientifiques Sheikah, avons été forcés de fuir le château royal et de nous réfugier dans un village appelé Cocorico. Pour ne pas être découverts par nos ennemis, nous avons ensuite quitté Cocorico et nous nous sommes dispersés dans des laboratoires à travers tout le royaume, poursuivant nos recherches en secret. Mais le temps a passé, beaucoup sont morts et les seules traces de notre peuple résident dans des vestiges archéologiques. La flamme bleue? C'est quoi? Ça a l'air joli. Il en existe des roses? La flamme bleue est une source infinie d'énergie qui nous permet de mettre en place toute notre technologie. Ce n'est pas par la magie, mais un carburant. Pour nous, c'est une source d'énergie idéale. Elle est propre, abondante et surtout incroyablement dense. Purée, ça me rappelle la fusion nucléaire. Ce bleu Sheikah, c'est un peu tout ce qu'on veut avoir chez nous. Une utopie énergétique. Chez vous, ça n'a pas d'importance, mais merci pour l'inspiration. On en reparlera en rentrant. Si ce type d'énergie existait chez nous, on n'aurait pas autant de problèmes, je pense, Chloé. On n'aurait pas EDF. Et d'ailleurs, regardez là-bas, un gardien. Ne vous y approchez surtout pas, il peut tirer des lasers avec son œil. Mais pourquoi tout essaye de nous tuer ici? Poussez-vous, je sors mon bouclier archéonique pour lui renvoyer son laser. Hop, voilà le travail. Ces gardiens, ils sont terrifiants. Ah oui, moi aussi j'ai peur, alors que c'était mes amis avant. Ce sont des machines robotiques habitées d'une intelligence artificielle. Leur taille diffère, ils ressemblent un peu à des araignées. C'est un chef-d'œuvre de la robotique multi-articulation. Ils peuvent bouger sur des terrains très accidentés. Leur laser bleu est un exemple d'arme à énergie dirigée. Il ne s'agit pas d'un simple rayon lumineux, mais d'un faisceau d'énergie concentré. Un peu comme un laser à haute puissance focalisé pour infliger des dégâts thermiques. On a ça chez nous. Mais Chloé, d'où tu sors tout ça? Le fait que les gardiens aient pu être corrompus par Ganon est une catastrophe. C'est le risque de l'intelligence artificielle. Beaucoup de questions traversent mon esprit. Que se passe-t-il quand une intelligence artificielle avancée échappe à ses créateurs ou est détournée? À force de vouloir toujours plus, nous avons créé ce qui nous a détruits. Mais cela pourra nous sauver. Si nous réussissons à reprendre contrôle sur nos machines, alors nous pourrons arrêter Ganon et sauver Hyrule. Il ne faut pas rejeter les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Cela a aussi du bon. Regarde la tablette Sheikah. Tu as sans doute raison, il y a du bon et du mauvais dans l'intelligence artificielle. En tout cas, une chose est sûre, il faut rester prudent. Cela me rappelle des débats de chez nous.
Et oui, même dans les jeux vidéo, on parle de l'IA. Les jeux quoi? Rien du tout. Nous devons partir, c'était vraiment passionnant. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans ces épreuves. Tiens, donnez ça à Link quand il se réveillera. Un papier avec des chiffres 06... Lily, ils n'ont pas de téléphone ici. Allez, dépêche-toi. Bon, d'accord. Au revoir. À bientôt, voyageuse. Allez, on a du taf, Prua. Mince, on a oublié de leur demander de l'aide pour le bouton. Prua, Jocha. Elles ne m'entendent pas. C'est normal, Lily, on est retourné au menu. Ah oui, oups. Oh, je n'avais pas fait attention. Il y a une musique dans le menu. Elle est trop bien. C'est vrai? On mérite une pause. En plus, c'est ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi Encore plus près de tes adversaires. mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Et si tu cherches encore à voir, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste à l'air dans l'espace? C'est quelle émotion, la haine ou la douceur? Quand j'entends ton prénom, je t'avais dit, ne regarde pas en arrière. Le passé qui te suit te fait la guerre. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Attends, la musique n'est pas finie. On n'a pas le temps, j'ai mon date ce soir. Ah oui, tu m'as pas dit d'ailleurs. C'est Xavier, c'est ça? Si on arrive à sortir, promis, je te le dis. Le chantage. Bon, j'accepte. Notre prochaine aventure, c'est moi qui choisis. Direction Zoo Tycoon 2. On va voir des animaux. Bonjour, bienvenue dans mon zoo, partie 10 dont je suis la gérante. Bonjour. Bonjour. Oh, il date ce jeu, je me rappelle, j'y jouais quand j'étais petite. Oh non, encore. Ah, chef, on a un problème. Ah ben voici Lucie, ma stagiaire. Ah, bonjour à vous deux. Quel était ce bruit étrange? J'arrive pas à gérer les bouquetins des Alpes. On me dit qu'ils n'ont pas assez d'espace, mais je ne peux pas agrandir leur enclos, parce qu'à côté, il y a des lions des cavernes et le bassin des requins-baleines. Ça existe ça encore, le lion des cavernes? Et des requins baleines. Ça m'a l'air d'être un peu grand pour être mis dans un zoo. C'est normal, ils sont trop nombreux, Lucie. Il faut que tu les relâches. On est déjà au Bocoten 18. Ok, chef, je viens de les relâcher dans la nature, c'est bon. Vous pouvez faire ça? Oh, vous savez, tout est possible ici. Même ressusciter le lion des cavernes et mettre des espèces gigantesques dans un zoo, comme le requin-baleine. Comment ça, ressusciter le lion des cavernes? Ça veut dire que vous pouvez ressusciter un T-Rex et même un vélociraptor. C'est Jurassic Park. Oui, mais dans des enclos différents, parce que ces deux espèces vivent dans un biome différent. C'est quoi un biome? Alors, c'est un espace qui a un climat, des espèces végétales et animales qui lui sont caractéristiques. Par exemple, le biome du vélociraptor et le désert.
Et Lucie, dis-moi quel est le biome du T-Rex? Le T-Rex ou Tyrannosaurus rex vit dans le biome forêt tropicale. La forêt tropicale est une zone boisée se caractérisant par une végétation abondante, ainsi qu'une température et des précipitations relativement élevées tout au long de l'année. Les forêts tropicales constituent les écosystèmes biologiques les plus variés de la planète. Et ils couvrent... Parfait Lucie, très studieuse comme toujours. Je suis sûre elle a vu une anti-sèche sur elle. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir! Mais non, calmez-vous. C'est juste un éléphant d'Afrique qui est sorti de son enclos. Les visiteurs sont en panique. Les éléphants sont en train d'aller dans l'enclos des crocodiles du Nil. Oh là là, ils ont peur pour un rien ces visiteurs. On n'a qu'à mettre le temps sur pause et tout régler. Lucie, tu vas l'endormir, moi je m'occupe de la clôture. Et on remet l'éléphant dedans. Attends. Comment ça, l'endormir? C'est rigolo tout ça? Ah oui, vaut mieux, c'est incontrôlable un éléphant. Et de toute façon, ça ne lui fait rien. Il est remis sur pattes, illico presto. Ah bah ça se voit qu'on est dans un jeu vidéo. Ça se passe pas comme ça chez nous. Il y a des règles à respecter et ce n'est pas sans conséquence. Tu vas me dire que chez vous, on ne peut pas mettre un lion dans le même enclos qu'un orque, dans le même enclos qu'une autre espèce, peu importe son statut de conservation, et tout ça dans un enclos de 20 mètres carrés? Mais ça va pas? Et on peut pas faire des combats d'animaux entre les espèces en danger critique d'extinction d'un côté et les espèces peu menacées de l'autre pour voir qui survit? Non. Il faut penser au bien-être animal. Il faut que chaque animal ait son espace de vie correspondant à son milieu de vie, son biome et sa nourriture. Il faut aussi qu'il puisse avoir de quoi se divertir pour ne pas dépérir dans son enclos. Mais bien sûr, mais ça c'est si on veut un zoo bien noté avec des visiteurs contents. Mais si on s'en fiche en soi... Mais pense aux émotions des animaux. Ils ressentent des émotions eux aussi. Le bouquetin 18 a donné naissance au bouquetin 19. Oh, trop mignon! Ah, c'est vrai que quand ils sont contents, ils donnent naissance, c'est beau. Chef, je pense qu'il faut améliorer les conditions de vie des animaux du zoo. Les filles ont raison. Tu as raison, ma petite Lucie, ça m'émeut tout ça. Je vais prendre soin d'eux en commençant par leur donner un nom. Comme quoi, notre visite n'aura pas été vaine. Je suis contente si on a pu réussir à vous faire ouvrir les yeux sur votre zoo, qui n'est pas le cas de tous les zoos. Oui, il y a encore du chemin à faire concernant le respect du bien-être animal. Merci à vous deux de nous avoir ouvert les yeux. Merci, au revoir. Allez, au boulot, Lucie, faut que je revoie le bassin des orques. Oh, attendez, on a peut-être un service à vous demander. On peut vous emprunter l'éléphant? Juste 30 secondes. Tu vas quand même pas l'utiliser pour appuyer sur le bouton. Avec sa trompe, ça pourrait fonctionner, hein. Mais tu sais parler l'éléphant, toi? Comment tu lui demandes? Après, c'est qu'une idée. On lui grimpe dessus. Mais tu veux mourir ou quoi? C'est une très mauvaise idée. Bon, il n'est pas très réceptif. Laissons-le tranquille. Nous revoilà encore dans le menu. Je me demande si on arrivera à sortir de ma Switch un jour. Oh, je n'avais pas vu. Il y a un jeu Mario. On l'a pas encore fait. Je vais pouvoir m'améliorer. Je compte bien battre Lucie et Emily. Si j'ai un conseil à te donner, ne dis jamais à Lucie qu'elle est une mauvaise joueuse. Ah oui, pourquoi? Bonjour à vous deux. Je suis l'avatar du créateur de Nintendo. Comment puis-je vous aider? Oh, peut-être que vous pouvez nous aider à atteindre ce bouton-là avec une croix dessus. Je ne pensais pas à ce genre d'aide. Je pensais plus à une question autour de Nintendo. Est-ce que vous pourriez sortir Nintendogs sur Switch? C'est le jeu de mon enfance et il me manque trop. Je vous propose de remonter un peu dans le temps à la place. Direction les années 1980. Les cheveux sont permanentés, les jeans sont taille haute et les jeux vidéo viennent de connaître leur premier grand crack. On connaît bien les cracks économiques de Wall Street. Mais oui, on parle bien du grand crack de jeux vidéo de 83. Un effondrement du marché mondial qui a failli tuer l'industrie avant même qu'elle ne devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Et au centre de cette catastrophe, un extraterrestre tout mignon, et un film culte signé Spielberg, et un jeu devenu légendaire pour de très mauvaises raisons. Je veux parler de E.T., l'extraterrestre sorti sur Atari en 1982. Atari, c'était numéro 1 des jeux vidéo, car l'entreprise dominait le marché avec les créations des bornes d'arcade, des titres iconiques comme Pac-Man et Space Invaders, et surtout la console Atari 2600, pionnière du jeu vidéo domestique. La création des manettes et des cartouches de jeu, c'est eux. Pour comprendre l'ampleur du désastre, imaginez. Le jeu devait sortir en 4 mois, un délai record, ou plutôt suicidaire. Sachez qu'en moyenne, aujourd'hui, c'est en moyenne 3 ans pour développer un jeu vidéo. Alors imaginez avec les technologies de l'époque. Howard Scott Warshaw, le développeur, a programmé tout seul le jeu en à peine 5 semaines. Résultat, un gameplay confus, des bugs à foison et des millions de cartouches invendus. Atari, c'était la star.
Mais entre clones mal faits de Pac-Man, les consoles incompatibles entre elles et l'absence totale de contrôle qualité permettant entre autres les copies et modifications des jeux et reventes au nom du constructeur, la confiance des consommateurs et les profits s'effondrent. Suite à ce désastre, la légende raconte que ces invendus ont été enterrés dans le désert du Nouveau-Mexique et... C'est vrai! En 2014, des archéologues du numérique ont exhumé des milliers de cartouches. Un bel exemple de science appliquée aux jeux vidéo, puisque des techniques de stratigraphie, de datation et de documentation sont mobilisées. Bref, une fouille archéologique du XXe siècle geek. Sans parler de la catastrophe écologique, car les cartouches à l'époque sont composées de terres rares, très polluantes. Le marché du jeu vidéo américain chute de 97% entre 83 et 85. Les analystes parlent d'un simple effet de mode, mais au Japon, un certain Shigeru Miyamoto y voit une opportunité. Arrive alors un studio pas très connu, Nintendo. En 85, la firme lance la NES, la Nintendo Entertainment System. Au départ, elle n'est pas vendue comme un jeu vidéo, mais comme un jouet, avec un accessoire, Rob le robot, pour davantage avoir l'image du jouet. Une stratégie de communication payante, car les clients n'ont plus confiance envers les jeux vidéo. Pour donner quelques chiffres, en 90, la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, c'est Nintendo, estimant en avoir vendu 62 millions d'exemplaires et 500 millions de cartouches à travers le monde. Bon, après, d'après Statista, elle a été rattrapée par la PlayStation 2 et ses 160 millions de ventes, mais c'était historiquement la première console à faire un tel score. À l'époque et encore aujourd'hui, Nintendo reste concurrent avec les consoles Switch. Mais surtout, Nintendo a introduit une idée simple et révolutionnaire qui sera reprise partout, de PlayStation à Xbox, le contrôle scientifique de la qualité. Chaque jeu passe des tests, des validations techniques et reçoit le fameux Seal of Quality, la petite pastille dorée que chaque possesseur de cartouche, toute console Nintendo confondue, a déjà vue. Une approche quasi industrielle, millimétrée, inspirée des sciences de l'ingénierie et du contrôle qualité. Et derrière cette rigueur, un peu de psychologie cognitive. Nintendo étudie la récompense différée, la courbe de difficulté ou encore le flow, cet état mental où le joueur est totalement absorbé, ni frustré ni ennuyé. Des concepts issus de la recherche en neurosciences et en sciences cognitives. On peut donc dire que Nintendo n'a pas seulement sauvé le jeu vidéo, il a introduit une culture scientifique du jeu vidéo. Une alliance entre design ludique, art, stratégie de communication, technique et psychologie qui perdure aujourd'hui dans chaque manette et ergonomiquement pensée et chaque boucle sonore calibrée pour notre cerveau. Alors la prochaine fois que vous sauvez la princesse Peach ou attrapez un Pokémon, pensez à ce petit extraterrestre maladroit d'Atari. Sans son crash monumental, peut-être que Mario ne serait jamais sorti de son tuyau. C'était très intéressant. Je ne pensais pas que Nintendo avait sauvé à ce point-là les jeux vidéo. Mais elle n'a pas répondu à ma question sur Nintendogs. Et l'avatar a totalement pris la fuite, elle n'était pas du tout prête à nous aider pour sortir. Bon, retour au menu, je crois que c'est la dernière aventure. Bonjour à vous deux! Bienvenue sur l'interface de la Switch. Comment puis-je vous aider? Appuyez sur le bouton A pour partir à l'aventure, le bouton B pour écouter les actualités, bouton Y pour écouter l'agenda et le bouton X pour sortir. Bon, Lily, c'est notre dernière chance. Faut lui demander de nous sortir de là. Excusez-moi, est-ce que par tout hasard vous pourriez pas nous faire la courte échelle pour qu'on puisse appuyer sur X et rentrer chez nous? Ce serait vraiment très aimable de votre part. Courte échelle? Oui, mettre nos mains comme ça et puis hop! Ah oui, la courte échelle pour ce truc avec une croix. Je crois que je peux vous le rapprocher. Et tu n'aurais pas pu nous le dire plus tôt? Oh, génial, merci. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Plus jamais je ne jouerai à ta Switch. Trop de péripéties. D'ailleurs, j'ai pas oublié. C'est qui ton date? Ah oui, c'est vrai. Je crois que tu le connais. Arrête, c'est qui? Il est dans notre classe? C'est un chercheur sur le biomimétisme. Le biomi quoi? Ça ressemble à un Pokémon légendaire, ce truc. Je suis sûre que c'est un geek. Ah non, mais alors, pas du tout. Tu le découvriras très bientôt, puisque la prochaine émission portera justement sur le biomimétisme le mercredi 5 novembre. Ah, un coup de pub discret. J'aime ça. C'était les dealers de science. À dans 2 semaines. Chloé, j'ai une petite confidence à se faire. Tu crois que c'est un problème si j'ai laissé la console allumée
à côté d'un croissant dans le studio. J'avais trop faim.